Bienvenue à tous et à ceux qui nous écoutent en podcast. Aujourd'hui, on reçoit donc Robin Bourrols, que je remercie de venir pour cette 13e séance déjà du séminaire Le Pluralisme. Avant de présenter le travail de Robin aujourd'hui, j'ai discuté avec lui, avec quelques autres personnes qui assistent au séminaire, de la nécessité de faire un point, au risque d'être un petit peu schématique sur ce qui a été fait depuis 12 séances, de rappeler brièvement ce qui a été dit, Bon, même si chaque séance n'est pas vraiment résumable en une minute, évidemment, et disons que récapituler les acquis peut être parfois contestable, évidemment, c'est une sélection. Mais je vais justement essayer de faire cette sélection et on en présentera également une plus exhaustive peut-être mardi prochain, Louis Morel et moi, puisqu'on vous propose une séance supplémentaire qui est censée clore le cycle épistémologie, cosmologie, ontologie, avec un débat en salle de séminaire de 14h à 16h, qui confrontera les positions réalistes et constructivistes sur les questions du pluralisme. Oui, donc, petit bilan récapitulatif, puisque le but de ce séminaire, c'est de présenter différentes tentatives pluralistes dans plusieurs domaines de recherche différents, mais aussi d'en tirer des acquis, des vérités. Notion de vérité qui fait sens pour le pluraliste, qui n'est pas un relativiste, on l'a vu la dernière fois. Je rappelle au passage brièvement le contenu de la dernière séance, la séance 12 de Michael Hennig, puisque tout le monde n'a pas pu y assister, et j'essaierai de faire des bilans de ce type plus fréquemment à partir de maintenant pour résumer les séances précédentes. Donc, lors de la séance 12, on a vu que le propos de Michael Hennig était de montrer que chez Crispin Wright, on pouvait défendre un pluralisme à l'éthique, un pluralisme de la vérité, au niveau des domaines de discours, certains nécessitant une forme d'appel à la cohérence interne ou externe, dans l'accord de l'énoncé avec un champ de divers autres énoncés concomitants, d'autres énoncés, pour être dit vrai, nécessitant un recours à l'expérience, avec la difficulté de parvenir à fonder l'adéquationnisme, cette position qui consiste à postuler une vérification directe possible des énoncés par des phénomènes mondains. En tout cas, ces différentes méthodes ne signifiaient pas, Michael Hennig l'a montré, qu'il y ait plusieurs vérités au sens du concept de vérité. Au contraire, il pouvait être pensé comme unique, puisque pour qu'un énoncé soit dit vrai, en fait, il doit simplement répondre, selon Crispin Wright, à 3 propriétés de vérité qu'il a mis en évidence. La super-assertabilité, c'est-à-dire le fait qu'on peut affirmer quelque chose et que cette affirmation a une raison. Par exemple, le fait de savoir que nous avons ce qu'il appelle une situation épistémique favorable, c'est-à-dire savoir qu'en fait, on a pleinement conscience de ce qu'on affirme et qu'on a tout le savoir nécessaire à une énonciation vraie qui sera stable dans le temps. Même si je continue d'enquêter sur le sujet et que je découvre de nouveaux éléments pouvant servir de preuve à ce que je dis. Et puis, on avait vu d'autres propriétés de vérité, comme la portée du rôle cosmologique, c'est-à-dire une contrainte sur les faits les rendant réalistes, et puis ce qu'il appelait la commande cognitive, à savoir que si j'use de la relation de correspondance en prétendant montrer un phénomène ou un objet dont je parle et proférer des énoncés vrais à son propos, il faut que mon discours représente le monde tel qu'il est vraiment, deux thèses en désaccord n'étant dès lors en fait qu'un problème de cognition et pas un problème de pluralité de la vérité. Et au niveau on avait vu aussi qu'au niveau des prédicats de vérité, c'est-à-dire de ce qu'on peut dire dans le langage qui soit vrai lorsqu'appliqué aux bonnes propriétés de vérité, il faut poser des critères syntaxiques minimaux, par exemple qu'on ait des attitudes propositionnelles à propos de l'énoncé, qu'on puisse dire je crois par exemple que X est ceci, ou je crains que X soit cela. Il faut qu'on ait la possibilité que l'énoncé puisse être nié de manière sensée, et puis la possibilité qu'on puisse faire de l'énoncé l'antécédent d'un conditionnel. Si je crois que X est ceci, alors je serai forcé de dire que Y est cela, par exemple. Et puis, il a énoncé un quatrième critère, le critère de discipline, à savoir que notre assertion doit en principe pouvoir être justifiée. Mais ensuite, en fait, l'essentiel de ces justifications, c'est qu'elles satisfassent aux critères évidents pour Wright de la vérité, dont nous avons fait l'énumération en même temps que la critique souvent. Je vous renvoie là, en fait, à l'enregistrement du séminaire, puisqu'il y a 7 critères de vérité. Ces critères, en fait, sont peut-être triviaux et en appellent à une évidence sans doute très largement construite par nos usages plutôt que par des règles logiques reproductibles et vérifiables.
Mais en tout cas, il essayait de les énoncer, et même si cela posait quelques difficultés, notamment aussi dans l'appel à l'intuition et aux évidences du langage ordinaire pour délimiter les champs énonciatifs entre lesquels on devait discriminer diverses formes de vérification de la vérité, entre le champ des énoncés de goût, le champ des énoncés portant sur ce qui est comique ou non, le champ des constats moraux, celui des énoncés portant sur les phénomènes physiques, etc. On a pu voir que cela faisait sens, au moins, dans une certaine mesure, d'envisager différents critères de vérification de la vérité, sans renoncer pour autant à ce que la vérité en elle-même veuille dire une seule et même chose, à savoir que en fait, l'énoncé en question ne peut être affirmé en même temps que sa négation, qu'il n'est pas autocontradictoire et qu'il s'applique, si ce n'est à la chose dont on parle, du moins à son concept référé d'une manière commune entre plusieurs interlocuteurs. Bon, alors voilà, la recherche de la vérité, on en discutait avec Robin, en dépit de sévères critiques qu'elle a subies au cours de l'histoire, en particulier depuis le 19e siècle, reste, ça semble en fait le fond de notre pratique philosophique. Et finalement, même au fondement, par exemple, d'un discours destructeur et sceptique quant à la notion de vérité, il y a toujours la prétention à ce que ce discours lui-même soit un discours de vérité, dans la critique même de la vérité. Et bon, finalement, toute tentative d'élaboration théorique de solution pour répondre à un problème est dans ce cas, il me semble. Mais bon, donc dans ce séminaire, on cherche des vérités. Après, l'établissement de ces vérités n'est pas toujours facile ni consensuel. Et puis, bon, la confrontation des arguments n'est pas toujours aisée puisque les présentations ne se répondent pas. Enfin, pas toujours. Et puis, évidemment, entre jeunes chercheurs, on est à un âge où on a des convictions, mais on ne se sent pas toujours capable de toutes les défendre avec la somme de lecture que ça demanderait et d'engagement. Et du coup, la confrontation n'est pas toujours faite et on essaye de s'en protéger. Mais bon, le but, c'est aussi de voir que dans ce type de séminaire, elle est complètement salutaire, qu'il faut participer. Et n'hésitez pas à le faire aujourd'hui lors de cette séance, vraiment. Et on va essayer, je le disais tout à l'heure, de créer une sorte de débat de ce type mardi prochain, Louis Morel et moi. Débat amical, puisqu'on partage beaucoup de points communs, notamment le fait qu'on est pluraliste, mais aussi des différences. Et le but n'est pas vraiment d'exposer nos pensées qui sont encore évidemment embryonnaires, mais de marquer des positions qui permettraient à la fois d'éclaircir de manière la plus pédagogique possible un point de vue constructiviste d'un côté, un point de vue réaliste de l'autre sur les questions pluralistes, et puis des positions à partir desquelles chacun justement pourrait prendre position. Bon, ça serait un peu le but, même si évidemment je n'organise pas toujours facilement la prise de position dans ce séminaire, mais c'est évidemment l'un des objectifs, et bon, je le rappelle en passant. Donc, à propos de l'objectif de ce séminaire, puisque c'est le but de cette présentation, on en discutait encore une fois avec Robin, et je pense que, de manière au moins intuitive, on a tous une certaine conception de la philosophie, de notre pratique. La mienne, elle est jeune, elle est naïve, elle ne se base pas sur des lectures ou des recherches, mais plutôt sur l'observation de nos pratiques. Mais finalement, ça serait que la philosophie, c'est la discipline qui, à force de forger des concepts censés s'appliquer au monde et le transformer, délimite des champs toujours plus étroits et précis d'analyse qui finissent par prendre leur indépendance, en fait. Et finalement, la philosophie, ça serait cette discipline qui isole des sciences. Ça a été le cas des sciences mathématiques ou géométriques et des sciences humaines plus tard, qui ont toutes été issues finalement de problématiques appartenant autrefois au champ de la philosophie, qui, à force de les raffiner, en a fait des disciplines indépendantes. Mais la philosophie, il lui reste en quelque sorte quelques domaines tout à fait spécifiques pour le moment, qui sont liés de manière générale aux conditions de possibilité du savoir, que ce soit par l'étude du réel et de notre accès à lui, l'étude de nos moyens d'observation et des normes nécessaires à leur pleine scientificité, la délimitation normative de ce que le langage peut en dire, l'étude du statut du sujet connaissant, de sa liberté et de ses déterminismes, des différences entre nos modes de vie et nos productions humaines, techniques, artistiques, etc., et ceux des autres vivants et étangs du monde. Voilà, à peu près. Et du coup, ces champs, qui sont d'ailleurs peut-être voués à se scientificiser eux-mêmes plus tard, pour l'instant, le but est d'essayer de creuser des positions et de marquer des positions dans ce domaine, et l'angle
ce séminaire, c'est l'angle du pluralisme pour essayer à chaque fois de se faire un avis sur la meilleure position à défendre sur ces questions-là. Et ces champs, donc je disais, ils sont peut-être voués à se scientificiser et ils devraient peut-être aussi se scinder clairement afin de distinguer un domaine, disons, descriptif et historique, explicitant les diverses conceptions qu'on a pu avoir des réalités au cours de l'histoire et les concepts qu'on a employés pour les dépeindre, et puis un domaine plus prescriptif, tentant de défendre de manière plus normative la meilleure façon de construire les concepts adéquats à décrire nos réalités actuelles, si ce n'est les réalités universelles ou au moins générales, qu'il ne s'agit jamais de poser comme inatteignables, à mon sens en tout cas, même s'il faut rester lucide sur les moyens d'accès toujours historiquement et socio-culturellement situés à ces réalités. Et bon, cette part plus contemporaine, plus normative aussi de la philosophie, c'est celle dans laquelle ce séminaire voudrait s'ancrer, même s'il est toujours nécessaire évidemment pour produire de la nouveauté théorique, de s'appuyer sur les travaux antécédents dont on a fait de manière partielle et peut-être partiale, mais un petit historique afin d'introduire des confrontations et peut-être de petits décalages dans la pensée de ces classiques qui parfois mènent à de grandes différences. Et c'est ainsi que se forment les nouveaux concepts, évidemment, puisque on ne crée pas ex nihilo les grandes idées qui sinon paraîtraient des tâches complètement écrasantes à une pensée qui a conscience de ses propres limites. Enfin, disons que voilà, on a essayé de s'appuyer sur cette tradition historique en même temps que de produire une meilleure délimitation du concept de pluralisme qui était évidemment galvaudé et qui est très utilisé aujourd'hui, mais dans une somme d'acceptions qui sont souvent floues et mal contrôlées. Donc produire un sens clair du pluralisme, c'était le but. Pourtant, comme me le disait Robin, c'est vrai, on continue à se demander, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le pluralisme, n'est-ce pas? Et une vraie citation, là. Voilà. Bon, et finalement, je voudrais en dire deux mots, même si la trentaine d'heures déjà passées sur ce sujet, on a plutôt montré la complexité et la polysémie que la simplicité et l'unité. Mais bon, minimalement, le pluralisme, c'est finalement le fait de considérer qu'on ne peut se contenter d'un type fondamental d'entité explicative de notre réalité, comme la matière ou comme l'esprit, ou même de deux, mais qu'on doit faire place à toute la variété et la luxuriance d'un réel qui dépasse de loin nos catégories classiques pour le décrire et le normer. Cependant, en fait, il y a de multiples pluralismes à chaque niveau du discours philosophique, en épistémologie, en logique, en ontologie, en cosmologie et dans les domaines normatifs. Et entre ces divers niveaux même, de la même manière, ces pluralismes ne se recoupent pas souvent. Alors, je ne vais pas faire ici un résumé de toutes les séances. Je vous renvoie aux enregistrements disponibles sur le site séminaire-pluralisme.wordpress.com. Mais disons, j'énumérerai simplement rapidement les domaines d'application du pluralisme qu'on a étudiés pour le moment. Il y a ceux concernant notre accès au savoir, l'épistémologie. Là, le pluralisme peut nous apporter des alternatives à l'intellectualisme comme à l'empirisme. C'est ce qu'on a pu voir notamment en faisant le point sur ce que la phénoménologie pouvait nous montrer de l'être et du statut du sujet connaissant et agissant en son sein, ou encore ce que le pluralisme pragmatiste, chez William James par exemple, permettait d'éviter comme réduction unilatérale du réel, même si sa position, comme on l'a vu en travaillant aussi sur Jean Val, peut être récupérée sous la forme d'un empirisme radicalisé, celui du concret. Quant aux structures de l'être lui-même, de ce qu'on peut connaître, là encore, le pluralisme apparaît comme un angle d'attaque, il me semble, original, pour éviter des problèmes auxquels sont confrontés les monismes matérialistes et idéalistes, et c'est ce qu'on a pu voir avec les séances sur Leibniz, sur Spinoza qui nuance le point de vue de ce dernier, Whitehead aussi pour une vision de l'être comme événement, processuel et dynamique, et puis Deleuze entre autres. Mais si l'être est multiple, on peut se demander si les structures qui l'organisent pour en faire un monde le sont aussi. Et là, c'est la thèse du pluralisme cosmologique, développée par certains anthropologues, de la sociologie des systèmes symboliques de Cassirer à l'analyse linguistique comparée de Worf, par exemple, mais Martin Fortier, qui va faire une séance
le 13, donc la semaine prochaine, nous expliquera qu'il n'y a sans doute aucune raison, d'après les données anthropologiques, de postuler l'existence d'une pluralité de mondes et même d'une pluralité ontologique dans notre conception de la nature et des entités vivantes en son sein, sous prétexte que nous en aurions des représentations multiples. Ça, c'est une conception qui est vraiment en débat. Nelson Goodman, dont j'avais présenté les arguments lors de la 5e séance, lui s'engage pour sa part dans ce débat en affirmant que les versions de monde offertes par nos différents systèmes symboliques et conceptuels de description et de dépiction du monde ne renvoient jamais à un monde auquel nous aurions directement accès. Et il dit qu'on peut dire du même coup qu'elles sont tout le monde que nous avons, et qu'en tant qu'elles sont incommensurables, c'est-à-dire que par exemple la description physique ne peut pas être traduite dans le langage du biologiste ou dans l'univers pictural de tel peintre, alors elles forment des mondes différents. Bon, je ne peux pas développer dans le détail l'argumentation de Goodman, que tu vas peut-être d'ailleurs mentionner, Robin, donc là encore, je vous renvoie à l'enregistrement de la séance 5 du séminaire. En tout cas, c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui, que d'explorer un peu plus avant certaines des facettes pratiques et techniques d'une cosmologie pluraliste. Alors, Robin Burrols, que je remercie encore une fois pour la séance qu'il va nous proposer, est normalien. Ses recherches de master se concentrent... pardon ? Étudiant, mais bon. Bon, oui, ça importe peu. Ses recherches de master se concentrent sur des questions d'esthétique ayant en partie lié à l'apparition de divers systèmes optiques, tels la caméra obscura, le daguerréotype ou les premiers appareils photo, et leur influence sur l'esprit des Lumières du 19e siècle et de la modernité, en fait. Or, de même que certains modes de dépiction du monde bien particuliers, en faisant leur apparition dans l'histoire, changent nos comportements et notre compréhension de ce que nous appelons le réel, au point qu'on peut dire peut-être qu'un nouveau monde s'ouvre avec eux. De même, les techniques photographiques sont porteuses de changements dans la construction des réalités que nous appelons d'observation, et en particulier les modifications temporelles de la photographie instantanée qui apparaît au XIXe siècle, et dont va nous parler aujourd'hui Robin Burrols, que je remercie une troisième fois pour sa participation à cette 13e séance du séminaire Le Pluralisme. Alors, cette institution est une école, mais on va en effet essayer de ne pas faire ce qu'on appelle communément comme quelque chose de scolaire, mais plutôt quelque chose de collégial. Alors, je vous invite à intervenir, à m'interrompre, à enrichir le débat. Et donc, avec nos inclinations, nos spécialités, nos expériences, nos cultures plurielles, parlons donc du pluralisme. Et nous avons la chance, d'ailleurs, aujourd'hui, d'avoir parmi nous Shelley Weiss, qui est ici, qui est professeur de photographie à la NYU et qui est professeur invité du DHTA, et qui fera la semaine prochaine et la semaine d'après un vaste panorama sur l'histoire de la photographie au 19e et 20e siècle. Alors, ce sera donc jeudi prochain et jeudi d'après, donc n'oubliez pas d'y aller, c'est de 10h à 12h30 si je me souviens bien. Alors, donc, je vais vous parler de quelques aspects cognitifs et esthétiques du pluralisme cosmologique, donc sur le fond de la photographie instantanée, et donc croiser des lectures de Bergson, Goodman et Jimena Canales. Alors, je vais commencer par dresser cette toile de fond qu'est la photographie instantanée. Alors, tout d'abord, la photographie naît en plusieurs endroits d'Europe, lentement dans les années 1830, pour s'achever en 1839 par le dépôt du premier brevet sur la photographie, par Daguerre. Donc c'est le daguerréotype. Il faut nommer aussi Talbot en Grande-Bretagne, Nicéphore Niepce, qui s'était associé à Daguerre, qui est mort, et c'est ensuite son fils qui a contribué aux recherches de Daguerre jusqu'en 1839, et Hippolyte Bayard.
Alors, on va considérer cette histoire de la photographie du 19e siècle selon deux approches. Alors, d'une part, la lente miniaturisation des appareils photographiques qui prolonge la miniaturisation des camerae obscurae depuis le XVIe siècle. Et l'autre approche, c'est la réduction du temps d'exposition, qui commence en effet très tôt, puisqu'en 1840, donc un an après le brevet sur le daguerréotype, Joseph Petzval développe un objectif pour portrait, donc qui permet d'avoir une ouverture plus grande, enfin un diaphragme plus grand, de telle sorte que l'image puisse être prise plus rapidement. Et c'est de l'ordre de 20 fois. Alors c'est 20 fois plus rapide. Ensuite, apparaît en 1851 une technique qui s'appelle le collodion humide. Alors, le collodion, qu'est-ce que c'est ? C'est parfois quand, au lieu d'utiliser un pansement, vous utilisez un spray pour mettre sur la plaie, donc quelque chose qui est un peu collant. Et en fait, c'est ça, c'est du collodion. Donc c'est quelque chose qui est très adhésif et qui permet, lorsqu'il est enduit sur une plaque de verre, de coller les sels d'argent dessus. Alors, j'ai ici un exemplaire d'un portrait au collodion humide que je vais vous faire passer dans un instant. Et pourquoi humide ? Eh bien, parce que c'était préparé dans un petit laboratoire, dans une pièce ou parfois mobile, et on faisait l'exposition pendant que ce négatif était encore humide. Il fallait le développer quelques minutes plus tard. Et donc voilà. Pourquoi collodion et pourquoi humide ? Donc je vous fais passer ce portrait de moi, par ailleurs. Donc en tout cas, là c'est sur une plaque de verre noire. Et donc, normalement, c'est sur une plaque de verre transparente. Et lorsque c'est une plaque de verre noire, ça permet au collodion humide d'être finalement quelque chose qui est une sorte de positif direct. Donc, où il n'y a pas cette inversion des couleurs. Et alors, lorsque l'épreuve, enfin, la plaque de verre est transparente, on peut ensuite faire des positifs, là, sur du papier albuminé ou bien sur du papier salé. Alors, donc là, c'est une vue de l'école polytechnique de Zurich et de l'université de Zurich derrière. Je vous l'ai fait passer. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc c'est une technique qui effectivement permet lentement de se rapprocher de temps d'exposition de l'ordre des secondes. Par exemple, cette image ici, qui est prise avec un flash, donc avec une lumière tout de même assez intense, était de 3 ou 4 secondes. Donc bon, ça reste assez long. Et alors apparaît en 1871 le gélatino-bromure d'argent. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez très bien en fait, malgré ce nom un peu compliqué. C'est tout simplement la pellicule. Donc là, vous avez une pellicule et cela repose sur la même technique que celle inventée en 1871. Voilà. Donc, gélatino-bromure d'argent, bon, ça veut dire que le sel d'argent, c'est du bromure d'argent, donc c'est un certain type de sel d'argent, et gélatino parce que les sels d'argent sont inclus dans une fine couche de gélatine, et donc qui est transparente, et qui permet effectivement d'avoir des temps d'exposition qui sont de l'ordre de la fraction de seconde.
Alors, je vous fais passer là une pellicule, comme vous la connaissez, et aussi une cassette. Enfin, là, c'est cette chose-là, mais ouverte. Alors, donc, là, j'ai parlé surtout de la photochimie, donc qui permet d'avoir des temps de pause qui sont de l'ordre de la fraction de seconde. Donc, c'est ce qui a permis à Muybridge et à Marey, alors Edward Muybridge aux États-Unis et Étienne Jules Marey en France, de faire des études de mouvement. Alors, vous connaissez très bien ces photographies-là. La différence entre Muybridge et Marey, c'est que Muybridge fait une décomposition du mouvement plaque par plaque, n'est-ce pas? Là, il utilise 20 plaques. Et Marey fait la décomposition du mouvement sur une seule et même plaque photographique. Alors, évidemment, chez Muybridge, parfois, il manipule un peu ces séquences en utilisant des photographies de plusieurs expérimentations, ou bien il en efface certaines, etc. Donc chez Marey, la valeur épistémique est un peu plus grande. Donc je vous fais passer cela également. Et j'en viens maintenant donc à la deuxième approche, à cette deuxième ligne directrice dans l'histoire de la photographie au XIXe siècle, c'est cette miniaturisation des appareils photographiques. Alors, tout d'abord, parmi les appareils proto-photographiques, donc c'est la camera obscura, qui en latin et en italien veut dire chambre obscure, chambre noire, et c'était effectivement au XVIe siècle, et aussi chez Al-Kindi, le savant perse, au XIe siècle, c'était des pièces qui faisaient partie d'un bâtiment. Donc voilà, c'était une chambre d'un bâtiment qui était obscurcie et on avait un trou soit dans le plafond, soit dans une des fenêtres, circulaire et assez petit, qui permettait d'avoir ce phénomène que l'on connaît dans la camera obscura, d'avoir sur une paroi opposée à l'ouverture une image renversée. Alors donc d'abord ce sont des chambres réellement appartenant à un bâtiment, donc totalement immobilier, n'est-ce pas? Ça appartenait à un édifice immobilier. Et ensuite, au XVIe siècle, lentement, cela devient aussi des choses très grandes où le dessinateur est à l'intérieur, mais des structures en bois et qui étaient que l'on pouvait porter comme un linceul. Voilà, avec des barres pour que deux personnes puissent transporter cette caméra obscura. Donc le dessinateur était à l'intérieur. C'était aussi parfois des tentes en textile, comme l'utilisait Kepler Kepler, surtout pour faire des croquis de voyage. Et au XVIIe siècle, on voit apparaître des caméras obscura portabilis, donc ce sont des caméras obscura petites. Donc je vais vous montrer un exemple. Alors, voilà. Donc, ici, vous voyez une caméra obscura très grande, n'est-ce pas? Où le dessinateur est à l'intérieur. Ici, elle est posée sur une table, donc il a seulement les mains et la tête à l'intérieur. Et ici, une caméra obscura, de ce côté-là, où le dessinateur est à l'extérieur et où la projection se fait sur une plaque de verre laiteux. Et donc, on voit une chose, on voit d'une part la sortie
de l'observateur, du dessinateur et plus tard du photographe, en dehors de l'appareil, et aussi la miniaturisation. Et alors, au long du 19e siècle, on voit apparaître des appareils toujours plus petits, plus légers, et au cours du 20e siècle, on voit apparaître des choses comme celle-ci, n'est-ce pas? Un appareil réflexe classique, voilà, qui voilà, est très petit. Là, il est assez lourd, mais bientôt vont apparaître des choses en plastique très légères. Et alors, comment est-ce qu'on peut lire cette miniaturisation de l'appareil photographique? On peut d'une part simplement y voir un côté pratique, n'est-ce pas? On peut la transporter, elle est moins pénible à transporter, mais en fait il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la qualité intrinsèquement voyeuriste de la photographie. Parce qu'en effet, il y a eu des caméras obscura au XVIIIe siècle qui étaient dissimulées soit dans des livres, donc on pouvait avoir une caméra obscura chez soi, mais elle était dans un livre et on l'utilisait, et, enfin c'était quelque chose de secret, ou bien des choses plus étonnantes encore, un calife, donc un verre, où en bas du verre il y avait un miroir qui projetait vers le haut, à la surface du liquide, l'image. Et cela permettait de voir pendant un banquet ce qui se passait autour de soi sans regarder les personnes directement. Donc voilà, cette qualité voyeuriste de la photographie, elle nous permet de lire autrement la miniaturisation des appareils photographiques, donc pas seulement le côté pratique. Alors, cela permet d'avoir une différence. Alors, la différence, c'est celle-ci. Ici, on a une photographie de Eugène Atget, de la rue du Lune d'ailleurs, vous la reconnaissez peut-être, avec le Panthéon ici. Et ici en bas, une photographie de Alexander Rodchenko, un photographe russe des années 20. Donc vous voyez, ici, il y a une différence de la perspective, d'abord. Rodchenko utilise des appareils portables que l'on peut tenir à la main, et cela lui permet d'explorer de nouvelles perspectives et de se défaire lentement de ce modèle de la perspective centrale. Et l'autre chose, c'est ce qu'on voit surtout apparaître avec la photographie d'Henri Cartier-Bresson. Ce sont, bon, il y a aussi Jacques-Henri Lartigue et Brassailles qui en ce moment à l'Hôtel de Ville, et aussi bon, cela m'échappe, mais en tout cas cette idée du cliché volé. Alors ce que j'essaye de vous faire sentir, c'est que lentement, en ayant d'une part de la photographie instantanée, donc qui peut capturer un moment singulier dans le flux du temps, et par ailleurs de pouvoir choisir une perspective singulière, un angle d'attaque singulier, eh bien on obtient des clichés qui sont singuliers et qui satisfont cette qualité voyeuriste en cela que ce cliché, cette configuration unique de la géométrie, eh bien, elle nous appartient que à nous, que à celui qui prend cette photographie. Alors, où est-ce que j'en suis ? Voilà, donc en libérant l'appareil photographique du trépied, en le rendant mobile et pouvant lui faire subir des inclinations pour avoir, par exemple, cette vue en plongée très... enfin, cette vue très plongeante, ou bien des contre-plongées, et
en ayant par ailleurs l'appareil Kodak, donc le Kodak numéro 1, commercialisé à partir de 1889, eh bien, toute personne peut faire des clichés qui peuvent prétendre à une unicité. Alors, je fais un petit détour par la théorie d'Henri Cartier-Bresson du moment décisif. Alors, chez Henri Cartier-Bresson, il y a certaines vidéos où on le voit. Oui, bon, c'est une interview, hein, et on le voit aussi parfois prendre des clichés dans un marché parisien. Alors, dans l'interview, il explique qu'il est très content de ne pas être très connu, de sorte qu'il puisse faire des photographies de façon incognito. Et lorsqu'on le voit prendre ces photographies dans ce marché parisien, eh bien, on a l'impression que c'est un danseur, puisqu'il se tord, il se met sur la pointe des pieds pour essayer de trouver cette configuration singulière de la géométrie. Et puis, en même temps, il est extrêmement crispé, puisqu'il est dans l'attente de ce moment décisif, un moment singulier dans lequel la géométrie s'agence, enfin les éléments s'agencent d'une certaine façon pour devenir expressif. Et donc c'est ce moment décisif qu'il s'agit de capturer. Alors, ce que j'essaye de mettre en fait par ces explications, c'est que avec la photographie apparaît un éclatement, une personnalisation du monde, en des mondes qui sont singulièrement personnels. Alors, bon, maintenant, je vais commencer cette lecture croisée de Jimena Canales, Goodman et Bergson. Alors, je commence par Jimena Canales. Donc, je parle surtout d'un livre qui s'appelle A Tenth of a Second. Donc, Jimena Canales, qui est une professeure au département d'histoire des sciences à Harvard, donc qui a écrit ce livre en 2009, où elle fait un travail d'historienne des sciences, où elle essaie de comprendre ce qui se passe dans le dernier tiers du 19e siècle, où lentement émerge ce concept de moment perceptif. Alors, le moment perceptif, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une notion qui, dès 1860, désigne une durée d'environ un dixième de seconde. Donc, c'est une sorte de seuil physiologique. Et donc, toute une partie de ce livre est d'ailleurs consacrée aux répercussions qu'a la conscience du moment perceptif sur les travaux en physiologie, en astronomie et plus généralement en physique. Alors, ce moment perceptif, chez Jules Janssen, qui fait des observations astronomiques, elle est qualifiée d'une fugitivité des images de l'œil. Alors, parce qu'effectivement, en astronomie, on a affaire à des choses peu mobiles, et donc Janssen serait intéressé de pouvoir voir les mouvements des planètes sur la longue durée. Et c'est effectivement une chose que permet la photographie avec les longues expositions. Et Marais, donc qui fait des études de mouvement, désigne ce moment perceptif comme une permanence des images de la rétine. Alors, voilà, on a d'une part la fugitivité, d'autre part la permanence. C'est effectivement... il y a une persistance rétinienne qui est de l'ordre d'un dixième de seconde et qui permet aux impressions
partielle d'être transformé en quelque chose qui a du mouvement, n'est-ce pas? C'est pour cela que un film cinématographique doit avoir une cadence qui est au moins de 12 images par seconde. C'est souvent de 36 ou de 40 selon les techniques. Alors, donc après la microscopie, Jimena Canales interroge les conséquences du micro-temps sur les techniques expérimentales en physiologie, astronomie et en physique. Et ensuite, il y a toute une partie qui est plus intéressante pour nous, qui retrace le développement du cinématographe. Et puis cela se termine sur une recherche très documentée sur la controverse entre Bergson et Einstein sur le temps dans la relativité. Alors, donc en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a d'une part une chose qui est de l'ordre plutôt du cognitif et de l'esthétique, c'est cet éclatement, cette personnalisation du monde, et on a d'autre part peut-être quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'objectivation. Et c'est des choses qu'il faut confronter. Et alors, voilà, si on lit davantage le côté esthétique, cela nous permet de passer effectivement du pluralisme, surtout épistémologique, vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre du pluralisme cosmologique. Alors, Nelson Goodman. Donc on a eu une séance là-dessus, et je cite Nelson Goodman. Donc son livre s'appelle Manière de faire des mondes. De quoi les mondes sont-ils faits? Comment sont-ils faits? Quel rôle jouent les symboles? Et comment faire le monde est relié au connaître? Alors, il expose par la suite des manières de faire du monde, donc c'est une classification non exhaustive. Alors, d'abord, la composition et la décomposition. Ensuite, la pondération. Ensuite, l'agencement. La suppression et la supplémentation. Puis, les déformations. Alors, ce qui m'intéresse et ce sur quoi je souhaite ouvrir dans un premier temps... bonjour. Le débat, c'est le rôle que jouent les symboles. Alors, dans une des présentations que tu as faites, Jim, de ce séminaire, dans une des annonces, tu avais dit que la photographie donnait peut-être naissance à un nouveau système symbolique, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et alors, les symboles, c'est des choses que l'on retrouve chez Frege et chez Peirce. Mais alors, voilà, on a quand même au moins 4 philosophes dans le plénum. En quoi la photographie instantanée génère-t-elle un nouveau système symbolique? Tu poses la question. Oui, absolument. Bon, moi j'ai pas travaillé là-dessus, mais je dirais que le simple fait qu'on arrive à avoir une image qui réfère au monde objectif, en quelque sorte, décrive, qui est le monde immédiat de notre perception, tout en transformant
bon, au moins les formes et les perspectives, pour tout photographe à peu près original, la temporalité, puisque là on n'est plus dans un flux perceptif continu, mais dans des tranches qui figent des choses qu'on ne peut pas forcément voir dans la perception immédiate, et qui du coup nous permettent par exemple d'aller zoomer sur une image, d'aller voir des détails que nous ne verrions pas, d'approfondir le réel dans sa profondeur plutôt que dans un mouvement d'approche corporelle, etc. Et de nous faire plutôt pure vision que vision incarnée, transforme en quelque sorte la réalité qu'il y a devant nous, et pourtant cette réalité, nous la considérons toujours comme le réel que nous venons de capturer en quelque sorte, alors même qu'il est complètement déformé et remodelé. Et finalement, symbolique, c'est au sens large, là évidemment, on ne parle pas des symboles type la balance pour symboliser la justice, enfin, c'est-à-dire que c'est un mode d'expression d'une réalité qui est censé être très proche de cette réalité. Ce n'est pas comme un signe qui est arbitraire et qui réfère à la réalité de manière arbitraire. Le symbole est censé être connecté avec ceux dont il est le symbole. Et là, au fond, c'est un peu ça. Il y a une connexion qui est censée être évidente entre la photographie et ce à quoi elle réfère, puisque c'est censé être la représentation de quelque chose que le photographe a devant lui. Et pourtant, ce n'est pas exactement cette réalité qui est donnée, même si, justement, on a peut-être l'illusion d'avoir devant nous la réalité, le réel. Et en retour, du coup, ce qu'on voit devant nous comme image photographique transforme notre rapport au réel en tant que tel, j'imagine, de manière, de plein de façons différentes qu'on peut imaginer, mais sur la temporalité de nos actions, sur ce qu'on regarde dans le réel et qu'on sélectionne comme signifiant et comme important, et qu'on ne regarderait peut-être pas si on n'avait pas le viseur photographique devant nous, de tout simplement des mouvements continus qu'on ne pouvait pas percevoir avant, comme la décomposition du mouvement de la course du cheval, qu'on comprend d'une autre manière. Et du coup, ce qu'on définit comme réel n'est plus le réel de la perception, mais le réel de la photographie instantanée, et pourtant, c'est toujours ce qu'on appelle le réel ou le monde, si tu veux. Donc, à partir de là, on pourrait parler d'une influence d'un nouveau système symbolique inédit, de représentation, constitution, de ce que le monde est pour nous, qui de toute façon n'existe pas en dehors de ces systèmes de constitution dont la perception n'est qu'un type parmi d'autres, même s'il nous semble plus naturel. Oui, Shelley Weiss. Alors bon, effectivement, ce moment de la photographie instantanée, le côté épistémologique, il est bien connu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous pensez de cette lecture de la photographie instantanée qui permet d'éclater le monde en autant de mondes qu'il y a de personnes qui se promènent avec un appareil photographique? C'est une question. Oui, effectivement. Énorme. Et aussi, ce que je constate, premièrement, mon copain Michel Friseau n'est pas d'accord avec l'idée que Cartier-Bresson aimait bien l'idée de moment décisif. Il est contre ça, voilà, il a bien dit. Mais en général, ce que je constate, évidemment, ça a ouvert un monde très différent que le monde conscient je veux voir. Mais voilà, il y a des mondes dans cette salle ici, les mondes qui sont plus vite, les mondes qui sont plus lents. Voilà, on fait une photo, Daguerre a fait une photo. S'il fait une photo de moi et je suis en train d'aller aux toilettes maintenant, je ne suis pas là, je suis un fantôme, je ne suis pas là du tout, je disparais. Les photos de Daguerre sont extraordinaires parce qu'ils sont des photos de Paris, mais les voisins ne sont pas là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vu. Et je crois que la première chose qu'on constate, c'est que vraiment la photo nous donne un monde qui n'est pas, temporellement, qui n'est pas le monde où nous sommes. Ça, c'est plus vite, c'est plus lent, ça peut être exactement la même chose, mais ça donne une relativité au temps qui n'était pas là. Et puis, on a les changements parce que ça devient de plus en plus vite.
jusqu'à vraiment surtout les années 1920. Et puis on a les snapshots, des appareils photo comme ça. Il y a aussi des choses beaucoup plus vite et numériques et tout ça. Mais ce que je constate, c'est que mes élèves ne sont pas très sensibles à que quelqu'un comme Cartier-Bresson, il trouve un instant, et un moment, quelque chose qu'il voit, les géométries, mais c'est parce que lui, il avait l'idée dans sa tête qu'il y avait un ordre dans le monde. On ne cherche pas la géométrie si on ne cherche pas l'ordre dans le monde, qui est peut-être là, peut-être pas. Mais s'il était avec Robert Frank, qui est né plus tard, qui n'était pas un Français, né tôt dans le 19e siècle, est riche et dans un monde où on avait vraiment une idée de totalité et universalité. Robert Frank, il est allemand, mais il est en Suisse, et il est juif, et il a vraiment, même aujourd'hui, il a une idée du monde qui est différente. Et lui, s'il était avec Cartier-Bresson, il ne cherche jamais l'ordre parce qu'il ne croit pas que l'ordre est là. Il cherchait quelque chose de très personnel, très, très partiel, et il voulait montrer vraiment cette isolation d'une personne dans le monde. Et aussi quelque chose assez sombre et tragique et tout ça. Et voilà, les deux hommes, à mobile mutualité, ils vont voir les choses très différentes. Et ça, c'est après ça, il y a Gary Winogrand qui est né à New York, qui était content, qui adorait la chaos total urbaine. Et lui, il adorait Robert Frank qui était à New York avec lui, mais il existait dans un monde tout à fait différent dans le même espace. Et ça, je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez étonnant sur la photo instantanée. C'est que vraiment, c'est vraiment un monde objectif, mais à la fois, ça personnalise et ça rend visible aussi les changements de génération, de perception. C'est magique, je trouve. Et il faut discuter ça plus, je crois, pour mes élèves. Parce qu'ils voient, snapshot photo. Voilà, et ils sont tous les mêmes, mais non, pas du tout. Oui, il y a d'une part, parmi les appareils, enfin les instruments que j'appelle les appareils proto-photographiques, il y a toute une filiation que l'on peut écrire de l'appareil photo. C'est des instruments qui étaient utilisés pour faire des observations scientifiques. Alors, effectivement, cette partie-là s'appelle l'objectif, n'est-ce pas? Et bon, il y a d'une part une volonté et une volonté d'objectivité, mais en même temps, il ne faut pas laisser de côté la liberté compositionnelle en photographie. Selon le type de pellicule que l'on choisit, selon la focale que l'on choisit, selon le temps d'exposition, selon le diaphragme qui a une influence sur la profondeur de champ, selon le cadrage que l'on fait, selon aussi les retouches que l'on fait, il y a une liberté compositionnelle en photographie, de la même façon qu'elle existe en peinture. J'ai ici une citation de John Baldessari. « Je pense que devant une peinture, on se dit qu'on a affaire à une version du monde réel proposée par quelqu'un d'autre. Devant une photographie, on ne prend pas de recul. Elle est censée renvoyer concrètement au monde réel. Les gens y croient par avance, c'est ainsi que la photo libère de l'incrédulité et par là de l'image comme vecteur de croyance. Elle participe de l'information, elle pointe des faits. » Alors, soit, mais bon, il y a au-delà, enfin, disons que c'est une tension de laquelle j'ai du mal à me défaire. C'est d'une part l'objectivité et la valeur scientifique de la photographie, et d'autre part cette
cette construction d'un monde singulier et personnel grâce à la photographie instantanée popularisée. Mais cela va ensemble finalement, non? Puisque au fond, ce qu'on appelle l'objectivité en science n'est jamais que une construction elle-même d'un système expérimental, choisissant des facteurs signifiants dans l'expérience qui parfois est créée vraiment de manière presque ad hoc et ne pourrait jamais être observée, en tout cas dans l'univers observable à l'heure actuelle, notamment je pense aux accélérateurs de particules. Du coup, ce qu'on appelle objectivité n'est jamais qu'un mode d'appréhension et de constitution de la multiplicité des réels, dont l'art, la composition, etc., est une autre manière de l'aborder. Donc, bon, finalement, le fait que la photographie permette des approches différentes du réel qui se qualifient d'objectives ou de subjectives, c'est seulement, disons, la réplique de différentes manières de constituer le monde, celle de la science peut-être, celle de la perception, celle de l'art, de la peinture, etc., dans un média qui permet cette diversité parce que précisément il est encore vierge, il est encore récent et surtout il imite à la fois les structures de la perception et celles de la peinture. Enfin, il imite. En tout cas, il saisit de la lumière comme l'œil et en même temps l'applique sur un support plan sous forme de couleur comme la peinture. Oui. Bon, on a quelqu'un qui nous a rejoint aussi il y a quelques minutes, Achille Tomasino, qui est doctorant en histoire de l'art à Harvard, qui est en échange Fulbright cette année à Paris, et qui était assistant d'un professeur de photographie qui s'appelle Robin Kelsey, donc il a aussi beaucoup travaillé sur la photographie. Une remarque sur ça. Alors, ce que j'avais évoqué, c'était que dans l'histoire de la photographie au XIXe siècle, on peut lire d'une part une réduction du temps d'exposition et une miniaturisation des appareils photographiques. Et ce que j'essayais de montrer, c'est que celle-ci va dans le sens de la réalisation de la qualité voyeuriste de la photographie. Je pense que la photographie instantanée, donc celle qui peut fixer des moments très brefs, et celle qui est prise avec des appareils photographiques mobiles, enfin maniables facilement, rendait parfaite ce rapport voyeuriste aux photographies, en cela qu'elle permet réellement un rapport d'appropriation de ces clichés, et qu'en ce sens, ces clichés et ce rapport au monde, grâce à ce regard appareillé potentiellement à tout moment, il y a bon, comment peux-tu réagir à cela? Quand tu parles de voyeurisme, je pense à l'article, notamment les photos qu'il a prises sur les boulevards de Paris. Alors, donc les photographies de Jacques-Henri Lartigue, ouais. Oui, des femmes en passant. D'accord. Alors, oui, effectivement, là, on revient un peu à ce groupe de photographes qui ont fait des choses assez similaires. Cartier-Bresson, Doisneau, Lartigue et Brassailles aussi, je pense. Effectivement, on appelle ça des clichés volés. Alors, effectivement, cela introduit aussi une nouvelle valeur de la photographie. La photographie comme témoin, dans le témoin de l'histoire. Alors, donc c'est un concept de Walter Benjamin. Je vais vous lire la citation en entier. Donc c'est dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique. Sitôt
que la figure humaine tend à disparaître de la photographie, donc ici, surtout M. Adjet, la valeur d'exposition s'y affirme comme supérieure à la valeur rituelle ou cultuelle, selon les traductions. Le fait d'avoir situé ce processus dans les rues de Paris 1900, en les photographiant désertes, constitue toute l'importance des clichés d'Adjet. Avec raison, on a dit qu'il les photographiait comme le lieu d'un crime. Dans le procès de l'histoire, les photographies d'Adjet prennent la valeur de pièces à conviction. C'est ce qui leur donne une signification politique cachée. Alors, effectivement, dans les séances qui viendront, on va lentement se tourner aussi vers le pluralisme éthique, n'est-ce pas ? À la fin, en fait, dans les dernières séances, on va essayer de... Enfin, d'ailleurs, le planning n'est pas tout à fait arrêté pour l'instant, mais je comptais faire une séance sur au moins le pluralisme moral de Bernard Williams, qui en gros défend l'idée que selon les cas et les situations, il ne faut pas s'enfermer dans un seul système éthique de type déontologique, utilitariste, conséquentialiste ou l'éthique des vertus, mais utiliser différents systèmes selon les cas qui sont présentés pour la plus grande efficacité. Oui. Alors bon, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra reprendre à ce moment-là. Bon, j'avais peut-être un peu trop compté sur la collégialité. Qu'est-ce que tu voulais dire, pardon, sur le pluralisme éthique en lien avec la photo? Oui, alors... J'aimerais bien dire quelque chose sur la question de Bergson, de temps et durée. Oui. Il y a un article dans le livre, je crois que c'est About Looking, je ne sais pas si c'est probablement c'était traduit en français, qui est de Jean Berger en français. Jean Berger. Et lui, c'est quelque chose, il a pris une photo. Peut-être c'était quelque chose de Kertész, je crois. Et c'était une photo de quelqu'un qui était en train de partir pour la guerre. C'était quelqu'un hongérien, je crois, d'Hongrie. Et il regardait, peut-être c'est sa femme, on ne sait pas, c'est une photo. Les photos ne disent pas beaucoup. C'est les légendes qui disent. Voilà. Mais un homme qui regardait une femme et elle avait le bébé avec elle. Voilà. Et il était en train de partir pour la guerre. Et cet petit article est tellement brillant parce que c'est sur ce qu'on attend d'un monde de photos instantanées, parce qu'on a tellement l'habitude que les choses passent. Et ça, c'est le temps, oui, qui passe comme ça, comme Baudelaire a dit à une passante. Voilà, mais puis, il y a le temps, la durée, le temps humain des gens qui se regardent. Et les gens sachent très bien que peut-être ils ne vont pas se voir encore, que c'est peut-être la dernière fois, il faut vraiment regarder, et ça c'est l'éternité qui existe dans la photo, qui est la pluralité du temps qui brise tout à fait le moment qu'on voit. Et vraiment, je recommande tout à fait cet article pour ce genre de discussion parce que c'est étonnant. C'est tout petit, c'est une partie du livre. Et je sais pas, je vais chercher la citation parce que c'est vraiment, parce que ça ouvre beaucoup de questions de la nature du temps dans une photo, même une photo, très vite. Oui, alors lentement me revient un peu cette argumentation à propos de Bergson. C'est que, alors d'une part, sur le pan de l'objectivité scientifique, enfin l'appareil photographique utilisé dans l'expérimentation scientifique, en astronomie,
en biologie et en physique également. Ernst Mach a fait beaucoup d'études avec des photographies. Eh bien, elle nous permet d'une part de traduire en fait les phénomènes qui ont lieu dans le temps dans une durée qui se prête à l'observation humaine. Donc la photographie comme un instrument de traduction de phénomènes qui ont lieu dans la durée, dans le temps, vers la durée. Effectivement, c'est en cela que le moment perceptif est important, parce qu'avec le moment perceptif, par exemple, on ne peut pas voir que la nuit, les étoiles forment des trajectoires circulaires. Et on ne peut pas non plus voir, c'est l'exemple historique avec Muybridge, que le cheval a parfois au galop les 4 pattes en l'air. Donc ça permet, c'est une sorte de dépassement, c'est ce qui permet d'imposer la durée à l'ensemble des phénomènes temporels. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à propos de Bergson. Et alors, en ce qui concerne le pluralisme, finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que la photographie instantanée génère un monde nouveau? Parce que la photographie, on dit souvent d'elle qu'elle offre un langage universel. Donc, justement, un langage unique qui permettrait de communiquer sur le monde de façon univoque. Donc, on a d'une part cela, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que de façon triviale et de façon quotidienne, la photographie participe plutôt d'un éclatement de ce monde unique où on pourrait avoir le langage universel de la photographie vers quelque chose qui est singulier. Mais bon, effectivement, remarquons que aussi singulier et aussi pluriel que soient les mondes personnels, ceux-là sont véhiculés à travers ce langage pictural de la photographie. Là, tu parles de la photographie en général, mais en fait, tu te concentres surtout sur la photographie instantanée, on est d'accord, puisque ouais. En fait, de langage universel, on a quand même énormément de méthodes photographiques très différentes qui donnent des résultats extrêmement différents. Et bon, il n'y a pas grand-chose d'unifié. Enfin, parler de la photographie en général, j'imagine là que tu veux dire la photographie instantanée. Mais même ça paraît assez étonnant de parler d'un langage unifié mondial. Enfin, puisque précisément, enfin, tu le disais toi-même, il n'y a pas de représentation déjà absolument identique d'un même endroit par énormément de photographies, même si on pourrait dire qu'aujourd'hui le numérique a banalisé à tel point la photographie que tous les touristes prenant en photographie le même endroit ne le singularisent pas vraiment. Mais malgré tout, il y a, selon la différence déjà de l'appareil photo, de l'objectif, de l'angle, des facteurs qu'on a mis en avant dans le grain, dans la profondeur, l'ouverture du diaphragme, etc. 1000 façons de représenter la même chose. Et donc, il n'y a pas vraiment d'unification sur ce plan-là. Et en plus, parler de langage, ça impliquerait qu'il y ait comme un alphabet et un système de code allographique. Et finalement, on n'a jamais exactement un code. On est dans l'ordre plutôt
de la représentation qui pourrait, par analogie, être rapprochée de la perception comme approche universelle du réel, même si là encore, elle est loin, à mon avis, d'être universelle. Mais de toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, la singularité est partout dans la prise de vue et dans la technique photographique. Donc, finalement, c'est une vision que toi-même tu déconstruis, cette idée de langage universel. Alors, en 1840, on disait que avec la photographie, le langage imagé de Mexico et du Mexique, pardon, et les hiéroglyphes d'Égypte sont maintenant remplacés par la réalité véhiculée par la photographie. Alors, si la réalité est comprise ici comme une réalité construite, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est une vision un petit peu naïve de la photographie encore, peut-être, comme justement très objectiviste, mais qu'on a pu dépasser depuis dans beaucoup de conceptions plus artistiques déjà de la photographie, et puis dans le recul qu'on a pu prendre sur ce média, comme sur la plupart des systèmes symboliques, depuis les travaux de Cassirer, peut-être. Mais alors, il y a un point sur lequel je voudrais ton avis, c'est que tu disais, donc, en fait, si on essaye de vraiment réfléchir à l'idée goodmanienne de création de monde par des systèmes symboliques, au fond, il y a deux questions on pourrait voir le rôle de la photographie instantanée dans la construction de monde de deux façons, et peut-être en privilégier une sur l'autre. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. Ce dont je parlais tout à l'heure quand tu as demandé à tout le monde quelle serait l'idée d'un système symbolique affectant la réalité ou construisant une réalité à partir d'un appareil photo. Il y a tout ce que l'appareil lui-même, en tant un dispositif technique, change de la perception habituelle du monde, au point peut-être de construire un ensemble de facteurs signifiants, de dimensions du réel différent du réel de la perception, et au point de faire monde. Mais ça, c'est contenu dans l'appareil photo, si on veut, dans les techniques photographiques. Et puis, après, il y a la singularité de la prise de vue de chaque artiste qui, elle-même, peut être, avec le même appareil photo, le même dispositif qui peut-être déjà permettait de faire monde. Ensuite, chaque artiste, peut-être, selon les facteurs que lui-même choisit de mettre en avant, crée un monde singulier. Un peu comme un peintre, comme les peintres qui, avec un même matériel technique, une toile et de la peinture finalement, même si ça se complexifie ensuite, choisissent d'accentuer certaines dimensions du monde, le trait, la ligne, le contraste, la couleur, les aplats, l'épaisseur, pour donner à voir un monde qui va peut-être même aller jusqu'à affecter nos comportements, si on est un grand amateur d'art comme Proust, qui ensuite voit des jeunes femmes à la manière de ses peintres favoris partout dans la rue, ou en tout cas va mettre en avant des dimensions de la réalité qu'on ne regarde pas forcément, nous montrer à voir le phénomène, etc. Ce genre de choses. Mais du coup, le photographe peut le faire aussi, à partir d'un même média. Et donc, il y aurait, en quelque sorte, avec l'apparition de la photographie instantanée sur laquelle toi tu te focalises quand même là, au moins au cours de cet exposé, dans l'histoire, l'apparition d'un système symbolique nouveau. Mais ce système symbolique ensuite est utilisé de diverses manières par de nombreux artistes pour faire monde de diverses manières à nouveau, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être la préséance de dispositifs techniques pour faire monde, qui seraient du coup isolables dans un petit ensemble? Au fond, il y aurait peut-être l'écriture, et puis les moyens de la peinture, les moyens de la photographie, les moyens du cinéma, les moyens des structures discursives de type mathématique, descriptives avec la littérature et expérimentale. Ou alors, est-ce que ce qui compte, c'est d'abord la singularité d'un point de vue, d'une perspective, avec justement le regard d'un individu dans le monde, sur ce monde-ci, à travers des médias divers, et du coup l'individu dans ce cas fait monde. Alors, je pense qu'on peut trouver un début de réponse chez Goodman.
Alors, donc, c'est une partie qui s'appelle une énigme concernant la perception. C'est le premier chapitre. Voir au-delà de l'être. Il y a peu de temps, quelqu'un m'a demandé avec une certaine irritation. Ne pouvez-vous voir ce qui est devant vous ? Eh bien, oui et non. Je vois devant moi des gens, des sièges, des papiers et des livres, et aussi des couleurs, les formes et les motifs qui sont devant moi. Mais est-ce que je vois les molécules, les électrons, la lumière infrarouge qui sont aussi devant moi ? Et est-ce que je vois cet état, les États-Unis ou l'univers ? Au juste, je ne vois que des parties de ces entités générales, mais alors je ne vois aussi que des parties des gens, des sièges, etc. Et si je vois un livre, et que c'est un amas de molécules, alors est-ce que je ne vois pas un amas de molécules ? Mais d'un autre côté, ne puis-je voir un amas de molécules sans voir aucune d'entre elles ? Si je ne peux pas dire que je vois un amas de molécules, parce que amas de molécules est une façon sophistiquée de décrire ce que je vois, on n'y parvient pas en un simple coup d'œil, alors comment pourrais-je dire que je vois un aimant ou un champignon vénéneux ? Supposons que quelqu'un me demande si j'ai vu l'entraîneur de football à ma conférence et que je lui réponde non. Mais il était là dans l'auditoire et j'ai certainement vu tout le monde dans l'auditoire. Bien que je l'ai vu, je dis que je ne l'ai pas vu parce que je ne savais pas que l'homme qui était au bout à droite de la 8e rangée du centre était l'entraîneur de football. Et déjà, nous sommes en danger de nous perdre dans un enchevêtrement par trop familier de questions pas trop claires. Vous serez content d'entendre, et je suis encore plus content de dire, que je ne m'occuperai pas de telles questions sur la vision et la non-vision de ce qui est devant nous, mais plutôt de quelques cas de vision de ce qui n'est pas devant nous. Alors, en tout cas, pour introduire une réponse à ta question, donc je la résume. Est-ce que c'est surtout les particularités techniques de l'appareil qui font monde ? Oui, ou est-ce que voir du coup les systèmes symboliques au sens de l'ensemble d'une palette de symboles fournis par un art, une méthode de dépiction ou de description, qu'elle soit scientifique, artistique, littéraire, etc. Ou est-ce que c'est la singularité d'une perspective sur ce monde ? Moi il me semble que perspective, si on le prend simplement d'un point de vue géométrique, la perspective est modifiée selon, par exemple, la focale et le format du viseur. Mais toujours est-il qu'il y a toujours dans la photographie, il y a toujours la perspective centrale, n'est-ce pas ? Dans tous les appareils photographiques classiques, le plan image est parallèle au plan objet. C'est une projection qui se fait de façon plane. Ensuite, il y a certains appareils où on peut faire des inclinaisons. Mais alors, je veux dire, quelles que soient les dispositions originelles de l'appareil photographique, de sa filiation historique et instrumentale, c'est toujours l'usage, n'est-ce pas, qui va triompher de ces... Bien sûr, non, mais de toute façon, on peut toujours dire qu'il y a un peu des deux, qu'il y a un dispositif technique mis à la disposition d'une perspective singulière ensuite. Mais par exemple, disons, ce que j'avais en tête peut-être, c'est que s'il y a primat d'une singularité,
d'un point de vue dans le monde, par exemple d'un artiste, est-ce que du coup, et je pense par exemple à Man Ray, selon les divers supports symboliques qu'il utilise, qu'il peigne ou qu'il fasse de la photographie, est-ce qu'il nous peint toujours le même monde, en quelque sorte son monde, comme si un artiste avait son monde, ou est-ce que le monde dépend d'abord du dispositif symbolique qu'on choisit pour le décrire, donc différent dans ce cas selon la peinture ou la photographie, et du coup il nous peindrait dans ce cas différents mondes selon les techniques qu'il utilise, et voire même au sein de la photographie, peut-être diverses techniques nous offrent immédiatement différents mondes, même si c'est le même photographe. Alors voilà, mais bon, on pourra toujours répondre, c'est un peu des deux, hein, mais je me demandais si tu avais un avis, un point de vue là-dessus, en tant que photographe aussi. Enfin, disons, bon, évidemment, lorsqu'on regarde une œuvre, il y a toujours quelle est notre connaissance des conditions de production, est-ce qu'on fait une lecture surtout biographique ou technique ou iconologique ou iconographique, etc. Mais je pense que dans la photographie, il y a toujours une présence de certaines... de ces usages photographiques antérieurs et aussi ceux qui sont proto-photographiques. Disons que lorsqu'on regarde une photographie et qu'on s'intéresse à ces conditions de production, eh bien, on pense aussi à l'appareil photographique et on sait par une certaine empathie, par une reproduction dans l'imagination de la situation de production de cette photographie, enfin du moins du négatif, eh bien je pense que les particularités techniques de l'appareil photographique informent toujours notre lecture de l'œuvre. Disons que lorsqu'on regarde une photographie, on les lit. Enfin, il y a un certain alphabétisme de la photographie. C'est qu'on le compare toujours à d'autres photographies que l'on connaît et à d'autres usages de la photographie. Par exemple, des usages purement voyeuristes ou bien des usages scientifiques. Et disons que toutes les qualifications de la photographie sont mobilisées et plus ou moins présentes lorsque on regarde une photographie et ça me semble évident que le support importe, le support de l'œuvre importe. Par exemple, Victor, on t'écoute. C'est pas en sur ça que je laisse finir. Non. Moi j'ai des questions, plusieurs questions qui ont un peu un rapport. Alors, il m'a semblé à un moment que tu parlais d'une tension entre le côté pas créatif du photographe et l'espèce de dépendance par rapport à la réalité. Et ça m'intéresse dans la mesure où je pense qu'on peut se poser la question si dans la manière esthétique de créer une peinture, une musique, il n'y a pas une différence. Est-ce qu'il y a une différence de degré entre cette manière de créer ou une différence de nature, excusez-moi, je vais être plus clair, entre la création au sens plus ancien et par exemple la photographie, mais on peut penser aussi à l'enregistrement, par exemple quand on pose, je sais pas, un enregistreur dans la rue et on attend. Est-ce qu'il y a qu'une question de différence de degré par rapport aux outils avec lesquels on utilise, ou est-ce qu'il y a une différence de nature? Et il me semble qu'on peut poser la question, alors certes, même quand on dessine ou quand on peint, on est sujet, on est dépendant d'une réalité, soit les couleurs, soit plein de choses. Il y a quand même une différence dans la mesure où
il me semble que dans la photographie ou dans l'enregistrement, il y a une part d'activité indéniable, mais elle se fait antérieurement à l'œuvre. On veut dire que c'est un dispositif souvent, et après on n'a plus qu'à appuyer, et c'est la réalité même qui donne l'œuvre. Alors que dans la peinture, il n'y a jamais de moment de dans la création, soit musicale, soit dans la création même, il n'y a pas de passivité par rapport à la réalité, il me semble. Même si ou alors la passivité se fait avant en observant, mais quand on crée, on est actif. Et alors, ce qui m'amène en fait à la question de la symbolique dont tu parlais. Alors moi, quand tu as posé la question à Jim, moi je pensais que si on pouvait décrire quelque part la figure de style que donnerait la photographie, ce serait plutôt une métonymie, dans la mesure où elle prend moins comme un tout, la partie comme un tout. Et ce qui m'amène à Bergson, c'est sur la question de la durée. Est-ce qu'on peut représenter la durée en photographie? Est-ce que pour Bergson, on peut dire ça, dans la mesure où une photographie, c'est toujours une spatialisation. Et par exemple, un mouvement, on peut prendre autant de photos, on peut même faire un film, on ne donnera jamais la réalité du mouvement parce qu'on enlève le temps. On donnera toujours de l'espace pur, quelque part. Et donc du coup, est-ce que la photographie ou l'enregistrement c'est un peu différent, mais la photographie, elle n'a pas ça qu'elle enlève en fait quelque chose, puisqu'elle crée pas un monde, parce que le monde, elle diminue le monde plus qu'elle en crée un nouveau. Alors, tu avais... C'est un peu flou. Non, concernant il y avait un argument, c'était que on faisait surtout une préparation antérieure à la... Aussi. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on assume rarement, c'est que tout le processus de fabrication d'une épreuve photographique, du produit final, elle est très longue et elle se fait en plusieurs étapes. Et ce sont à chaque fois des étapes où le photographe peut intervenir. C'est pour ça que j'essaie d'insister sur la liberté compositionnelle en photographie. C'est parce que même à l'époque de notre ami, comment il s'appelle, Lénine, il faisait déjà des retouches. Enfin, ils enlevaient des gardes des escaliers pour créer une espèce de proximité avec le peuple pendant qu'il faisait un discours. Et donc même dans la photographie argentique, on peut ajouter, enlever des éléments, on peut faire des distorsions, on peut colorer les photographies. C'était quelque chose qui était très, très fréquent au XIXe siècle. Mais je pense que ce qui nous plaît dans la photographie, c'est qu'on essaye un peu de biaiser la chose en disant oui, il y a de la liberté compositionnelle, mais on fait comme si c'était un enregistrement objectif. C'est comme si on faisait, on éclipsait un peu le photographe du processus et qu'on avait là enfin une mimésis parfaite. Et alors, concernant la durée, j'essaie de reconstruire ce que tu as dit. Peut-être tu peux le répéter. Que la photographie... justement, par rapport à la mimésis, je pense que c'était pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire que la photographie est donnée de mimésis. Au contraire, puisque il me semble pour Bergson, on pourrait dire que... Je ne sais pas ce qu'elle écrit spécifiquement sur la photographie, mais qu'elle enlève la durée, donc elle n'est pas objective au sens où elle donnerait la réalité. Au contraire, elle est objective au sens qu'elle spatialise, ce qui est toujours chez lui pas un signe de réalité, mais plutôt de pratique. Oui, mais au fond, c'est très bien. Enfin, disons que cette réduction du temporel vers quelque chose de spatial, c'est quelque chose qu'essaie de mettre en fait, enfin, au moins sa possibilité, Bergson. Si je peux me permettre, Justin, parce que là, il y a plusieurs choses.
mais tu as dit beaucoup de choses, mais notamment sur le fait que on enlève au monde sa temporalité dans la photographie. Mais elle est constructible. Attends, mais ce que je veux dire, c'est que le monde comme temporel, c'est déjà une construction. Le temps n'est pas un prédicat objectif du monde. Le temps dépend d'une constitution qui est d'abord une constitution humaine, en quelque sorte. Et enfin, ça dépend de la conception que tu as du temps, mais moi je me rattache aux leçons sur la conscience intime du temps de Husserl, où il explique que c'est typiquement un processus de la conscience que de créer du lien entre tous les moments perceptifs présents par un dispositif de rétention, c'est-à-dire de mémoire du tout juste passé, et de protension, anticipation de ce qui est à venir, pour avoir des Zeitobjects, des objets temporels. Mais du point de vue de Bergson, c'est pas... Oui, c'est parce que Bergson, il dit que le réel est créatif et qu'il est toujours dans une expansion qui est déjà de la durée, mais c'est une conception très particulière du réel. Ok, d'accord, ouais. Mais du coup, tu avais l'air d'endosser le propos selon lequel la photographie ôtait quelque chose de la réalité. Moi, je pense que... Ah oui. On parlait de ça, on disait peut-être que la durée, mais ça me paraît étrange de dire ça de Bergson, qui au contraire... chaque fois qu'il y a une spatialisation, pour lui, c'est... ah oui, non, en effet, tu as complètement raison du point de vue de Bergson. Oui. Je pensais juste que tu voulais dire que du coup, ça ne faisait pas monde à cause de ça, enfin pour toi. Or, précisément, le temps est un élément du monde de la perception qui est construit aussi bien que d'autres formes de temporalisation du monde, figé, semi-figé, représenté dans une continuité spatiale ou carrément temporelle. Et puis sur l'aspect passif ou dépendant de la réalité de la photographie dont tu parlais, en la comparant à un enregistrement, je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé et que Robin a défendu cette idée, mais vraiment, il n'y a pas plus de passivité que dans toute méthode de représentation, d'épiction ou description du monde, comme la peinture par exemple, parce que vraiment... depuis le moment où tu choisis déjà de cadrer quelque chose dans la réalité et de faire une mise en scène de cette réalité, qui est toujours mise en scène depuis le point de vue où tu choisis de la prendre, tous les réglages que tu fais sur l'appareil photo pour avoir des flous, des perspectives, etc., le tirage, etc., tu ne dépends de rien du tout. Ou alors de la même façon qu'un écrivain dépend un minimum de ce qu'il éprouve, de ses contenus perceptifs et de ses vécus pour pouvoir écrire, ou un peintre, évidemment qu'on se rapporte toujours à quelque chose de notre vécu à un moment donné, mais ça n'enregistre rien du tout en un sens passif à mon avis. Enfin, ou alors développe ce que tu voulais dire, mais... Je pense que malgré tout, bien sûr, je nie pas qu'il y a un côté créatif dans la photographie et l'enregistrement, mais il me semble quand même qu'il y a un changement de paradigme qui a lieu avec l'apparition de ce type de techniques qui permettent quand même pour moi, il y a quand même une différence irréductible entre dessiner quelque chose sur une feuille blanche, quand bien aussi réaliste soit-il, que de prendre une photo de quelque chose. Pourquoi il y a une différence pour toi ? Parce que pour moi, c'est la même chose. Vraiment. Moi, je suis avec lui. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je crois que vraiment le paradigme, je crois que c'est vraiment différent, ça a changé beaucoup. Il y a une différence parce qu'avant, vraiment, on avait les caméras obscures pendant les siècles et personne ne voulait vraiment garder l'image et tout ça parce qu'on avait une idée du monde qui était dans la peinture, qui était un monde différent que le monde que nous avons. Et voilà, je crois que l'invention de la photo, et ça nous force, le paradigme, c'est de nous forcer de demander les questions sur la relation entre nous et le monde, et l'intérieur et extérieur, et toutes les questions de temps. Et je crois que la photo a été inventée au même moment que le réalisme en Europe, et tout ça, évidemment, ce sont des constructions, et ça n'existe pas. Mais de toute façon, c'était la première fois qu'il fallait absolument constater ce qui est là. Et si on est historien de la photo du 19e siècle, les photos sont froides pour nous. Ils sont froids parce que les gens vraiment, ils étaient vraiment en train de regarder le monde soigneusement pour voir ce qui est là. Et c'était vraiment un peu extérieur
pour eux, et pour nous aussi. Et puis on a les changements de fin du 19e siècle, les changements, et on a les artistes qui commencent, le monde devient antérieur, mais voilà, c'est le même paradigme, voilà, c'est vraiment moi et le monde, et on a des séminaires comme ici, et on discute ça, et c'est un débat. Et puis, pendant à peu près 100 ans, l'histoire de la photo artistique, c'est l'histoire de tout le monde qui est antérieur et extérieur, et c'est subjectif ou objectif ou non. Et puis maintenant, nous avons, pendant les années 80, vraiment aux États-Unis, et maintenant partout, à cause de Facebook et tout ça, ma génération, c'est Cindy Sherman, elle était ma génération, et on avait la télé. Et la télé était dans notre chambre et salon et tout ça. Et l'intérieur du monde, voilà, quand j'étais jeune, la guerre de Vietnam était j'ai regardé dans le salon. Et Cindy reflète ça. Elle reflète une technologie, c'est la photo, mais ça change. Parce que maintenant, le monde est en dedans. Et voilà, mes élèves maintenant, avec Facebook et tout ça, ils prennent l'image. Vraiment, Cindy a dit, bon, voilà, je suis ce que je vois. Je suis ça. Et la différence entre le subjectif et l'objectif est devenue très bizarre et floue pour moi, pour quelqu'un de mon âge. Mais maintenant, mes élèves sont vraiment cette réalité, ce qui est objectif, ce qui est image, c'est tout. C'est maintenant en train de changer dans une façon extraordinaire, mais le paradigme reste le même. C'est toujours la question de relation entre moi et le monde. C'est, ouais. En tout cas, effectivement, soyons d'accord, effectivement, que la photographie est quelque chose est une réelle innovation. Alors, en fait, on peut faire on peut dire, voilà, la photographie apparaît un peu par hasard, et puis d'un coup, le monde change. Alors bon, en fait, c'est que il y a en fait depuis les années 1810 au moins, plusieurs personnes qui travaillent à mettre au point ce procédé de la photographie. Et donc cette courte préhistoire de la photo, eh bien, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui, dans le monde, qu'est-ce qui, dans l'histoire des idées, a appelé cette innovation photographique. Et là, bon, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est compliqué à voir. On peut penser à des travaux en photochimie, enfin, donc l'étude de l'action de la lumière sur des métaux, fait en 1880, dont les résultats plaidaient en faveur du modèle corpusculaire de la lumière. Et à mon sens, c'est un paradigme scientifique qui est important pour essayer de penser qu'il y a effectivement quelque chose qui se détache de l'objet et que l'on peut capter, n'est-ce pas, qu'on peut capturer sur une plaque photographique ou dans une boîte ou dans l'œil ou des choses comme ça. Puis ensuite, il y a... on s'écarte un peu du pluralisme, mais il y a aussi l'expédition d'Égypte faite par Napoléon en 1798, qui d'un point de vue militaire était un échec, mais cette expédition, il y avait des gens comme Fourier ou Monge qui en faisaient partie. Donc au lieu de construire des routes, des ponts ou je ne sais quoi, sont allés voir un peu les pyramides. Et c'est à ce moment-là qu'a été fondé l'Institut d'Égypte et où l'Europe a été confrontée à un fonds culturel impressionnant et qui était d'une part soumis à la dégradation par le temps, un concept nouveau à l'époque, et aussi au vandalisme. Et donc qu'il fallait essayer de préserver. Et alors, cette préservation, elle se fait à travers les croquis. Et en tout cas, cette volonté d'avoir une technique de reproduction mécanisée, c'est certainement quelque chose qui a participé de cette volonté de fixer les images de la caméra obscura. Et d'ailleurs, dans le premier discours sur la photographie, prononcé par Arago devant la Chambre des députés, il fait
exactement référence à l'Institut d'Égypte et dit si nos compagnons de l'Institut d'Égypte avaient eu ça, ça aurait été bien meilleur, bien plus facile. Envoyez donc 2 ou 3 appareils de Monsieur Daguerre là-bas. Et puis il y a une autre chose, c'est que une des premières techniques photographiques qui fonctionnait plus ou moins, c'était celle de Nicéphore Niepce, et c'était fait avec du bitume de Judée. Alors la première photographie que l'on a, c'est une vue à Chalon-sur-Saône, et c'est fait avec du bitume de Judée. Alors bon, c'est une sorte d'asphalte, donc une sorte de résine en fait qui durcit à la lumière, mais comment dire, on lit ça dans toutes les histoires de la photographie, hein. Mais qu'est-ce que c'est le bitume de Judée? Alors en fait, il se trouve que c'est quelque chose qui a été utilisé pour faire l'embaumement, pour faire la momification des corps. Et alors, je suis à la recherche dans la correspondance et dans les écrits de Niepce, une conscience de ce photographe de trouver dans le bitume de Judée un matériau, enfin, qui permet d'embaumer le monde, n'est-ce pas? Et alors là, ça serait bien si on pouvait trouver ça. En tout cas, ça permettrait un peu de comprendre l'univers métaphorique initial de la photographie. Alors, quelques remarques conclusives, si c'est possible, mais en tout cas, intervenez. Akili, tu as peut-être une remarque, ou Marie, toi qui connais désormais bien la photographie et qui tu as été une des agrégatives sur Bergson, tu dois bien connaître sa philosophie. Et voilà. Pas de remarque. Bon. Alors, bon. En tout cas, pour reprendre rapidement les choses que je vous ai dites, alors, j'ai fait une histoire de la photographie du 19e siècle en m'appuyant sur 2 mouvements, la miniaturisation de l'appareil photographique et la réduction du temps de pose, qui, au passage, donc au-delà simplement de penser la réduction l'évolution des techniques photographiques simplement comme poussée par la volonté de réduire le temps d'exposition, eh bien, il y a aussi une deuxième approche, c'est celle de la réduction de la quantité de sel d'argent utilisée pour confectionner un négatif photographique. Puisque pour le daguerréotype, c'est une plaque de cuivre enduite entièrement de sel d'argent. Le collodion humide, donc des 2 faces, hein, bien qu'on polisse une, mais bon, en tout cas, c'était quand même un gaspillage de sel d'argent. Pour le collodion humide, eh bien, il n'y avait qu'une seule face vraiment sur laquelle on avait le sel d'argent. Et puis dans le gélatino-bromure d'argent, eh bien, on pouvait quantifier la concentration de sel d'argent par centimètre carré de négatif. Donc il y a pas seulement cette volonté de réduire le temps d'exposition, mais il y a aussi des considérations économiques sur le coût de chaque photographie, puisque faire un daguerréotype, ça coûtait assez cher, et le gélatino-bromure d'argent, où on optimise la quantité de sel d'argent inclus dans cette gélatine, eh bien voilà, ça permet de réduire les coûts. Alors, donc réduction des temps d'exposition, et je lisais cette histoire comme une tension vers la perfection de la qualité voyeuriste de la photographie, que
qui est présente aussi dans les camera obscura qui ont donné plus tard naissance aux appareils photographiques. Et d'ailleurs, entre l'appareil, la caméra obscura décrite en 1689 dans un ouvrage de Johann Sahn et celle utilisée par Talbot et Daguerre après 1810, elle est absolument identique. Donc, il y a quand même une filiation sur la caméra obscura que l'on peut établir. Et donc, perfection de la qualité voyeuriste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien, on devient propriétaire de ce cliché, et que ce cliché, c'est seulement nous qui l'avons. Et cela est rendu possible par la photographie instantanée, qui permet donc de pouvoir avoir un unique instant, qui est sans doute pas le même que mon voisin, et à travers la manipulabilité et la maniabilité de l'appareil photographique, d'avoir des perspectives, donc des configurations spatiales du monde qui sont tout à fait singulières. Voilà. Et donc, peut-être un éclatement dès lors du monde en une quantité très grande et en monde subjectif et personnel et singulier par ailleurs. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation et pour ta participation au séminaire. Si vous n'avez pas d'autres remarques, on peut conclure la séance en rappelant donc mardi prochain de 14h à 16h dans cette salle de séminaire du pavillon Pasteur, nous aurons, Louis Morel et moi, un débat sur le constructivisme et le réalisme et la manière d'être pluraliste aujourd'hui, les raisons, à quoi nous mène le pluralisme finalement, avant une séance jeudi prochain, donc le 13 février, de Martin Fortier, en présence de Frédéric Neff de l'EHESS et de sa classe, au 29 rue d'Ulm cette fois, pour une présentation du tournant ontologique en anthropologie et une critique en fait des théories de Viveros de Castro et de Philippe Descola. Philippe Descola que nous recevrons le 20 février, c'est-à-dire dans 2 semaines, en salle du SAN cette fois, pour la 15e séance du séminaire Le Pluralisme. 16e séance, pardon. Voilà, merci beaucoup.